On a choisi un lieu de circonstance, hein, puisque le monastère des Augustines a pour mission de pérenniser le patrimoine matériel et immatériel de la communauté religieuse avec une fondation, une fiducie d'utilité sociale pour préserver le bâti et un OBNL pour opérer cette belle auberge qui offre des retraites, du bien-être, des formations, de la bonne nourriture, vraiment tout dans l'esprit des Augustines. Alors, je vous invite à noter vos questions ou interventions pour la fin. On aura une période d'échange. Ce midi conférence, c'est la dernière activité officielle du plan d'action secteur stratégique tourisme et loisirs, le PASTEL, qui a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et d'une vingtaine de partenaires de l'industrie. Alors, Olivier, on entre dans le sujet. Bonjour. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Merci au monastère des Augustines pour nous accueillir ici. C'est vraiment le lieu idéal pour notre petite causerie. Donc, allons-y. Allons-y. Alors, j'aimerais ça tout d'abord que tu nous présentes Tourisme durable Québec. Le tourisme durable Québec, c'est en fait l'histoire d'une vingtaine de passionnés il y a 4 ans qui se sont mis autour d'une table, de passionnés de tourisme, d'acteurs du tourisme qui se sont mis autour d'une table il y a 4 ans pour se dire les choses, de la façon dont on les fait, on ne peut plus les faire comme ça. Il faut qu'on soit conscient de notre impact, il faut qu'on change les choses. Et qui ont eu l'idée de créer Tourisme Durable Québec pour inspirer le changement, pour outiller les acteurs vers la transition. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 membres à travers toute la province, à travers tout le territoire, que ce soit des ATR, des ATS, des entreprises récréatives, des hébergements, des restaurants. C'est tout un groupe qui va dans le même sens, dans le même sens et avec une volonté forte de faire changer les habitudes du tourisme. Je peux témoigner pour avoir été à vos événements collectifs. C'est une belle ruche qui bourdonne Ouais. d'abeilles pollinisatrices, de belles pratiques. Est-ce que tu pourrais nous présenter le tourisme durable, justement, là, de quoi qu'on parle quand on parle de tourisme durable? En tourisme durable, on pourrait en parler, on pourrait faire 3 heures sur le tourisme durable. On va tâcher de faire court et on va se concentrer sur les définitions. En fait, le tourisme durable, c'est un tourisme qui tient compte de ses impacts sur la société, sur l'environnement, sur le social, etc. Et qui répond à des besoins aussi. Donc c'est en fait pas simplement produire et produire et produire sans faire attention à quoi que ce soit. C'est toujours considérer la façon dont on travaille, dont on va produire un service, de le faire en considérant les choix les meilleurs pour qu'ils soient le moins impactants sur les différents milieux. Faut mettre ça aussi en perspective avec le développement durable. L'idée étant qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de produire sans penser à ce qu'on laissera aux générations futures. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, on capte des ressources pour le tourisme, etc. Et il faut que la façon dont on le fait ne soit le moins nuisible, le moins impactant pour les générations futures, pour éviter d'avoir un legs trop lourd pour les générations futures et qu'elles aussi aient le droit de vivre dans un monde vivable et où elles peuvent avoir du plaisir. Alors, pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui connaissent très bien le tourisme, d'autres pas. Certains connaissent le développement durable, d'autres pas. L'entrepreneuriat collectif, d'autres pas. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du lien entre justement le Tourisme durable Québec et la CDRQ. En fait, ce lien, c'est un lien qui a 2 ans maintenant. On s'est rapproché au moment du Pastel fin 2023. Donc, et en fait, le lien, il est évident puisqu'en fait, l'entrepreneuriat collectif, même si toutes les entreprises de tourisme et membres de TDQ ne sont pas toutes des entreprises collectives, on a une chose en commun qui est de penser au collectif, c'est-à-dire d'arrêter de penser que pour soi. On ne peut plus faire les affaires comme on faisait les affaires dans le temps, en étant simplement orienté sur ses chaussures, sur ses propres bénéfices. Le tourisme durable tient compte de ses effets sur le collectif.
l'entrepreneuriat collectif, ce sont des aventures collectives pour répondre à des besoins collectifs. Donc, on est vraiment là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et quand on s'est rapproché de vous en 2023, on a tout de suite senti une synergie et des ponts et des ponts dans la façon de concevoir les choses, la façon de penser les choses. Et je dirais il y a encore un autre pont qui serait avec l'innovation, où on a aussi ce genre d'ouverture en faisant avancer un petit peu les frontières et en sortant de ses habitudes, de ses Oui. habitudes. Dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont peut-être moins familiers avec le tourisme. Toi et moi, on est vraiment conscients de l'importance du secteur stratégique du tourisme et du loisir. Alors, si on regarde le tourisme sur une période de 10 ans, là, 2012 à 2022, c'était quand même 4,8 de notre PIB, 21,53 milliards de dollars en 2022. C'est 10 de nos entreprises puis 10 de nos emplois au Québec. C'est des infrastructures, des services qu'on développe bien sûr pour accueillir des gens, mais ça sert aussi notre propre population en créant des emplois, mais aussi en offrant des lieux donc pour avoir une vie active, améliorer notre qualité de vie. J'aimerais mentionner qu'en 2023, l'apport en argent étranger, c'est 4,1 milliards de dollars. Donc, c'est important de parler de ce poids économique-là, mais il faut le mettre aussi dans la perspective du social. Donc, j'aimerais peut-être ça t'entendre parler un peu du volet social avec l'entrepreneuriat collectif et le développement durable. Je dirais que le développement durable et le développement durable et le social sont intimement liés. Si vous prenez les 17 ODD des Nations Unies, tous contribuent au social. C'est-à-dire, et visent à ce que la société fonctionne mieux, que les moins nantis soient le moins soit, soit dans les meilleures conditions de vie, etc. Et si vous prenez par exemple, on assimile souvent le développement durable à l'environnement, pour les gens qui ne le connaissent pas bien. Mais en fait, si vous prenez par exemple les changements climatiques et l'impact des changements climatiques, il y a des tas d'études qui montrent qu'en fait, les populations les plus vulnérables au changement climatique sont les populations les plus défavorisées, celles qui sont le moins aptes à s'armer et à résister contre les changements climatiques. Et en fait, en adressant les problèmes de changement climatique, en essayant de minimiser d'avoir des actions pour ralentir les changements climatiques ou de minimiser leur impact, d'emblée, on va aller travailler sur des ODD qui sont en lien avec les populations les plus défavorisées on va avoir un impact social. Donc, on travaille sur un élément environnemental, mais on a un impact social derrière. Donc, je dirais, il y a vraiment ces synergies-là. Euh, si tu peux, Oui, mais en fait, j'avais le goût de rebondir, si tu permets, parce que au premier symposium d'entrepreneuriat collectif, j'étais en duo avec Étienne Beaumont de la Vallée du Bois-du-Nord. Puis j'ai tellement aimé ça quand il a dit, nous, quand on prend une décision, il faut qu'elle soit bien réfléchie pour l'environnement puis pour la population, parce que moi, quand je vais aller au party de Noël avec ma famille, là, je vais me faire ramasser si on a pris des mauvaises décisions. Alors, c'est très concret, hein, l'ancrage sur le territoire, puis cette proximité-là de voir les impacts. Euh, Puis j'aimerais ça aussi peut-être rajouter, tu sais, je viens de la culture du loisir. Pour moi, c'est important de nommer les bienfaits du loisir sur la population, notamment sur la santé physique et psychologique. Des études qui le démontrent, le renforcement des liens sociaux, la rétention des jeunes, puis même l'attraction de familles dans certaines régions parce qu'il y a du tourisme, on a des activités de loisirs, de la qualité de vie, puis bien sûr des emplois qui peuvent venir avec. Euh, je voudrais quand même souligner, tu sais, que les entreprises collectives ils ont un devoir de rentabilité, mais en même temps, elles le font dans une perspective de richesse collective, partagée, de retomber dans le milieu. Là, on parle donc un peu de théorie, mais avec des exemples, peut-être qu'on va pouvoir mettre des images. Aurais-tu quelques exemples à nous présenter? Je dirais, commençons par notre hôte, le monastère des Augustines, qui est en fait un exemple vraiment
probant de ce que peut être l'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que vous avez une communauté, les sœurs Augustine, qui ont légué à la communauté, à la population de Québec, ce bâtiment avec pour devoir de l'entretenir et de transmettre aux générations futures leur hospitalité, ce savoir d'hospitalité qu'on a dans les chambres, mais aussi le bien-être. Puis c'est aussi un lien vers l'histoire, parce qu'en fait, dans le durable, dans le développement durable, il y a aussi cette transmission du savoir de l'histoire. Et ce que fait, ce que c'est la mission du monastère des Augustines, c'est vraiment ceci. Après, on peut prendre l'exemple aussi de la Salicorne, et je vous cite ces deux exemples parce qu'ils ont été les invités d'un Café Jazette, comme on appelle ça chez TDQ, au début février, où il y avait un partage d'expérience avec les personnes qui assistaient au Café Jazette. On peut parler effectivement de l'auberge de la Salicorne aux îles de la Madeleine, où c'est en fait la communauté des Madelinots qui s'est dit il faut qu'on remette notre communauté au centre, qu'on parle de notre communauté, qu'on crée un lieu d'hébergement, qu'on crée des attraits, qu'on crée des activités pour que les gens viennent nous voir. Et c'est maintenant quelque chose qui a plusieurs dizaines d'années et qui fonctionne toujours avec cet esprit de communauté qui se met ensemble pour offrir un service pour que la communauté vive. Je dirais que c'est aussi de l'innovation sociale. C'est Parce l'innovation qu'elles ont sociale. inventé quelque chose, ces deux entreprises collectives-là, qui n'existaient pas, là. Clairement, Ouais. clairement, clairement. D'autres exemples? Tu parlais de la vallée du Loire du Nord, la vallée du Loire du Nord qui est en fait la conciliation des usages. Et là, il y avait des territoires qui étaient. C'était d'abord créer une destination dans un territoire qui était en train de se développer. Ça a été comment on crée cette destination de façon intelligente et les propriétaires qui ont des droits sur leur terre et les usagers qui viennent profiter de ces endroits pendant les sentiers, etc., pendant les fins de semaine ou les vacances, comment concilier ces usages. Donc, il y a eu vraiment une discussion entre les communautés pour créer des choses fortes et que chacun puisse en tirer bénéfice sans en avoir trop de conséquences. Il y a une vraie vocation sociale aussi dans le projet de la Vallée du Nord, où il y a de la réinsertion de jeunes qui sont un petit peu en rupture avec le monde du travail et où on les emploie notamment sur la construction, l'entretien de sentiers dans, dans la région. Donc c'est vraiment c'est la conciliation du social, c'est vraiment un très très bel exemple. J'ai eu la chance d'être en contact quelquefois avec la vallée du Bois-du-Nord, puis aller jouer dans le bois cet hiver notamment avec un membre producteur qui témoignait de sa préoccupation de développer un site de façon cohérente pour l'environnement, pour la population, pour les touristes. Puis, effectivement, la conciliation d'usage, quand j'ai vu des motoneiges, j'ai eu une petite crainte, mais finalement, on est parti faire notre activité tranquille en ski. On les entendait pas parce que ça avait été vraiment bien planifié, bien orchestré, cette séparation-là des activités, là. Vraiment, je m'excuse de t'avoir coupé, là. Ouais. Avec mes expériences personnelles. C'était tellement le fun. Alors, tu avais d'autres exemples dans ta boîte à outils, là? Moi, je pense il y a un des beaux exemples que je connais aussi, qui est pas très loin de Québec, c'est le festif de Baie-Saint-Paul, où là, en fait, vous avez un festival, et c'est un festival qui a été créé par la communauté, qui est reçu par la communauté. Ça va des salles de spectacle, mais ça va aussi dans les cours arrière, dans les garages, etc. Et en fait, pareil, il y a eu une discussion, on s'est dit, OK, on va faire un festival, on veut le développer, on veut que Baie-Saint-Paul brille par son festival. Mais il faut que ce festival soit fait de façon où on s'est parlé et où l'impact sera le moins fort possible. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès. Même le festival est en développement d'année en année et les gens sont toujours heureux. Et ça évite, si vous voulez, par exemple, des cas où vous avez des festivals ou des événements qui se développent et puis vous avez des comités de citoyens qui commencent à râler parce qu'il y a trop d'événements, etc. Savoir se parler au bon moment, au début, pour créer un projet, mettre toutes les parties prenantes autour d'une table pour se dire, OK, ça va être le problème. Ouais. Ça, c'est une très, très belle approche. Là, on utilise peut-être des termes avec lesquels il y a des gens qui sont plus ou moins familiers.
je voudrais les référer au lexique sur le site Internet de Tourisme durable Québec, Ok, ouais, parce qu'on tout à trouve fait. là des définitions qui sont claires avec des exemples, puis en lien avec des bonnes pratiques et du matériel que vous avez là, produit au cours des années qui viennent témoigner de ça. Donc, vraiment, le site de Tourisme durable Québec, c'est une référence notamment pour son lexique, qu'on puisse parler des mêmes choses. Merci. Un dernier exemple? Dernier exemple, Cap Jazeux. Cap Jazeux qui est un des très bel exemples. En fait, Cap Jazeux, si on remonte à la genèse du projet, c'est un propriétaire, un exploitant forestier, propriétaire d'un terrain, qui fait don de son terrain à une communauté. Une corporation se crée. La corporation vit une vingtaine d'années, 25 ans. Au début des années 2000, ça va moins bien. Une coopérative prend le relais de la corporation. Et puis, toujours une coopérative avec des gens, Une coopérative de solidarité. une coopérative de solidarité. Et cette coopérative se développe jusqu'à récemment où il y a eu un grand pas en avant avec, je dirais, mise autour de la table l'ensemble de l'écosystème de financement de la province pour aller chercher de l'argent et pour transformer cette destination qui était essentiellement active en été en destination 4 saisons qui reçoit maintenant des clientèles toute l'année. Et ça, pareil, c'est vraiment tout un cheminement qui s'est fait dans une communauté et qui prouve que le travail collectif, quand il est bien pensé, peut Oui. vraiment donner des choses assez formidables. Oui, oui, tout à fait, parce que la CDRQ a accompagné le Cap Jaseux dans sa planification Ouais. stratégique et d'autres trucs, notamment pour mettre des gens autour de la table pour le financement. Puis c'était beau d'entendre ma collègue parler de ce projet-là, dire qu'il y avait vraiment une volonté collective que ça fonctionne. Puis il y avait quand même un défi de taille avec la route qui était difficile en hiver, il fallait Ouais. qu'elle soit faite. Ça a peut-être pris du temps pour que ça se réalise, mais ensemble, ils ont réussi. Puis, par expérience personnelle, je suis allée cet hiver pour voir le Cap Jaseux en hiver. C'était magnifique, vraiment une belle Le destination. fjord en hiver. Et là, je me prends une semaine plus tôt l'année prochaine pour la pêche sur la glace parce que là, on a failli partir avec la banquise. Non, c'est la banquise. Ils ont enlevé les cabanes avant que la banquise parte, mais elle est restée. L'année prochaine, je m'y prends une semaine d'avance. Alors, parmi les membres de TDQ, il y a des entrepreneurs Inc., donc classiques, Dont je le suis. dont tu es. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver dans l'entrepreneuriat collectif? En fait, je pense qu'il y a un mode de pensée dans l'entrepreneuriat collectif qui peut être mis en application dans des links. En fait, moi, j'ai fini mes études il y a environ 35 ans. À l'époque, nos profs nous expliquaient fais les poches de tes clients, tue tes concurrents, viole le fisc, fais ce que tu veux où tu veux quand tu veux sans tenir compte des impacts et tout ira bien. C'est plus comme ça que ça marche. En fait, c'est plus comme ça que ça marche. Les clientèles ne veulent plus de ça, le personnel ne veut plus de ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'affaires sans tenir compte de l'impact de nos affaires. Et notamment, et ça, c'est les constats qu'on fait de plus en plus. Et moi, j'ai fait ce constat pendant la pandémie, par exemple. Pendant la pandémie, on s'est retrouvé à un moment, toute une communauté d'entrepreneurs qui avaient exactement le même problème, mais on ne savait pas comment l'adresser. Et grâce aux nouvelles technologies qu'on utilise aujourd'hui, les visios, on s'est retrouvé en communauté, une centaine de personnes sur des Zooms. On ne se connaissait pas, mais on avait tous le même problème à chercher des solutions et à essayer de trouver collectivement une solution. Et ça, c'est de la mutualisation. C'est de la, c'est, on mutualise nos forces pour trouver une solution qui va être applicable à tout le monde. Et voilà un des apports que peut amener l'entrepreneuriat collectif des gestionnaires de Inc. C'est-à-dire que c'est juste une façon de gérer ses affaires en se disant, OK, on, on est très bien tout seul, mais des fois, c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus satisfaisant de partager ses succès, de partager ses conquêtes avec des autres, et puis de partager le succès à plusieurs,
plutôt que de se le jouer tout seul. Ah oui. On retrouve dans la mutualisation aussi une possibilité de faire levier, hein. Donc, Ouais. tout seul, j'y arriverai pas, mais on se met à plusieurs, on crée une destination, une offre de services concertés. On peut créer, par exemple, à Québec, et il y avait eu une offre de service concerté qui avait été créée justement par l'actuelle directrice, présidente directrice générale de l'Alliance, qui était le forfait une nuit pour deux. Alors, elle est arrivée avec son offre un jour dans une visio comme ça en disant, bon, bah, la communauté, on va faire une nuit pour deux. Deux nuits pour le prix d'une, pardon. Et on s'est tous mis, on s'est tous dit, OK, OK. Puis on s'est tous mis ensemble. Et alors, toute la destination, on était en train de créer une offre commune, exactement le même tarif. Pour faire venir du monde à Québec. Ça peut servir aussi pour, quand on n'a pas les moyens de grandir, bah, peut-être qu'à plusieurs, on va avoir les moyens de financer un changement d'échelle. Ouais. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent passer de l'esprit collectif à l'esprit individuel du Inc., qui fait que le Inc. va sortir peut-être. Et intégrer des entreprises collectives ensemble aussi. Donc, Tout à fait, ouais. c'est ça, on peut partager des ressources humaines, matérielles, une marque de commerce, unir nos efforts, développer une offre plus grande. Vous prenez l'hôtellerie, il y a une marque de commerce qui s'est développée il y a quelques années, Origine, qui est un regroupement d'hôteliers à travers la province. Tu parlais de marque de commerce, ça c'est un exemple où il n'y a pas de lien économique entre les entreprises, mais il y a une volonté de recruter des clientèles et puis de se dire, OK, on met en commun des moyens commerciaux pour aller recruter des libraires, c'est la même chose. Les libraires, c'est la même chose, on sort du tourisme, mais c'est exactement la même chose. Et c'est aujourd'hui. Quand même l'inclure dans le tourisme, parce que quand même, c'est des librairies indépendantes qui ont pignon sur rue, donc qui animent les quartiers. C'est aussi des lieux de médiation culturelle. Oui, non, mais c'est clair. Alors, c'est un très, très beau projet, très, très efficace, donc, en plus. Puis innovant aussi, parce qu'ils ont choisi, non pas de constituer un entrepôt, mais bien de partager chacun leur inventaire. Et c'est vraiment un succès intéressant. Donc, pour les personnes qui pourraient voir de l'intérêt dans la mutualisation, soit au niveau régional ou sectoriel, il y a la possibilité donc de consulter un guide absolument fantastique qui a été développé par le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Donc, c'est le guide La mutualisation en 6 étapes pour un partage réussi. Donc, ce guide-là vous présente chacune des étapes avec des questions des tâches à accomplir pour passer d'une phase à l'autre, en même temps que c'est un processus itératif qui doit être évalué, ajusté tout au long du processus. Et le guide va être bonifié avec des exemples qui sont vraiment tirés du tourisme et du loisir. Ça va sortir tout bientôt. Donc, j'imagine que Maxime, notre Télésino, directeur des communications de la CDRQ, qui est avec nous aujourd'hui, va partager le lien, comme il l'a sans doute fait dans le courant de cette présentation. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir des exemples de mutualisation réussis et même certaines qui ont pris une tangente. Il y a un exemple qui va être présenté, donc un groupe de Baie-Saint-Paul qui va faire une mission d'apprentissage à Montréal, arrête à Québec, et puis ben, finalement, leur idée de base s'est retrouvée à devenir une beaucoup plus grande idée englobante pour vraiment toute la capitale nationale. J'en dis pas plus, on garde le punch pour le dossier qui va sortir bientôt. Je pense que dans le dossier spécial, dont tu parlais là, de Tourisme durable Québec, il y a quelques exemples de mutualisation. Alors, il y a beaucoup d'exemples de mutualisation. Dans les exemples qu'on connaît bien, il y a la Côte du voisinage du bout du monde, qui est là juste aussi une très très belle réussite. C'est-à-dire que vous avez un hébergement qui est, comme le dit le nom, au bout du monde, et qui se dit qu'est-ce que je fais pour bonifier la destination, créer une destination avec les différents partenaires que j'ai autour, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les commerçants, les artisans, etc. Et en fait, tous ensemble, ils se sont dit, OK, on va créer une COP
où on se mettra tous ensemble pour créer une destination commune et pour faire en sorte que les gens viennent. Donc, ils vont venir dormir chez toi, ils vont consommer des produits de chez moi et utiliser des attraits que je mets à Aller faire un tour de disposition, traîneau à chien. se faire un tour de traîneau à chien, etc. Donc, c'est vraiment, au-delà de ça, vous avez le Baluchon qui est l'hébergement, qui était à l'initiative du projet qui met à disposition des terres gratuitement pour que les agriculteurs puissent produire sur leur sol des, des légumes. Donc c'est vraiment un très très bel exemple. Et c'est très authentique parce que dans le fond, c'est une offre qui est un peu agricole, Ouais, campagnarde. ouais, ouais. Donc, de pouvoir aller se promener, voir les champs, les chevaux dans le champ, il y a quelque chose de magique. Il y a le côté un petit peu Maria Chapdelaine dans l'histoire. C'est le côté un petit peu colon qui prospère dans les terres, etc., comme c'était le cas au début du XXe C'est un siècle. très beau C'est un territoire. peu un territoire. Ouais. Après, dans les autres exemples, il y a la COP de l'arrière-pays en Abitibi-Témiscamingue, où là, c'est une agence de voyage qui met à disposition du matériel de plein air et qui aussi mutualise des moyens de transport d'un point à un autre. Donc là, c'est pareil, on va recevoir le besoin, c'est on va recevoir une clientèle. Cette clientèle va avoir besoin de matériel pour faire des activités de plein air. On va mutualiser ce parc de matériel et on va mutualiser aussi un moyen de transport pour transporter les clientèles, les touristes, les visiteurs d'un point A à un point B. Ça, c'est un très très beau projet aussi. J'aimerais ça ajouter un petit mot, si tu permets. Vas-y. Ils participent au raid du Témiscamingue, donc Ouais. une activité sportive. Et puis, ils ont le volet jeunesse, parce que la coop a aussi comme volonté de transmettre la passion du plein air à la population. OK. Et ben ça, c'est un des moyens. Et là, il y a des jeunes qui participent, qui sont initiés à différents sports, et le groupe grossit, grossit. Donc, ça fait des futurs amateurs de plein air. Donc, quand ils seront plus grands. Puis bientôt, ben là, en fait, ils commencent à. Leur clientèle au départ, c'était essentiellement local, servir la population. Mais là, vraiment, ils sont prêts là, à accueillir des visiteurs de Témiscamingue. Et puis, il y a une belle variété d'offres. Par exemple, faire de la descente de rivière, du canot camping, vélo, paddleboard. Et puis, on n'a pas besoin de transporter de l'équipement. On peut le Non, louer sur là-bas. place. Ouais. Ça, c'est Ouais. vraiment un avantage pour tout le monde, je dirais, parce qu'on ne veut pas tous avoir ces équipements-là chez soi, mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont juste à apporter leurs vêtements, puis les aimants de base, puis après, ils bouent à la coop. Ah, tu avais d'autres exemples aussi? On peut penser à Bonjour Nature aussi, qui est en fait une agence de voyage en Mauricie, qui, elle, est une voie de transmission entre différents points et qui promeut des voyages, que ce soit au Québec ou même à l'international. Et en fait, l'idée, c'est aussi de mettre en avant des adresses qui sont peut-être plus connues avec des adresses qui sont moins connues, qui sont moins commercialisées, qui ont peut-être pas la même maturité commerciale ou les mêmes moyens pour diffuser leur offre. Et en fait, l'approche de Bonjour Nature, c'est de se dire, OK, je vais être la voie de transmission entre les très connus, les moins connus, pour que tout le monde fonctionne et puis que tout le monde y retrouve son compte dans l'activité touristique de la région. Puis leur stratégie aussi d'aller chercher les gens à Montréal, Ouais, donc à la fois des Montréalais, ouais, mais aussi des touristes tout à fait. étrangers qui voyagent sans voiture. Donc, ils vont les chercher et là, ils les amènent faire différentes activités dans la région. Ça réduit en même temps l'empreinte carbone. Ouais, Et puis, hier, on a justement eu une présentation sur les agences de voyage coop, présentation qui est disponible en ligne bientôt et qui s'appuie sur un guide pour accompagner les gens qui voudraient développer des agences de voyage coop dans leur région ou dans leur secteur d'activité. Donc, le guide est vraiment très bien fait et il s'appuie sur une étude réalisée par Touriscope qui présente notamment Bonjour Nature, qui est un beau d'accord. cas, et Voyage Cost qui est sur la côte nord, dont s'est inspiré Bonjour Nature d'ailleurs dans son développement. Et ça nous met aussi en lien avec quelles sont les conditions gagnantes pour créer une agence de voyage coop. Il y a des
préalables, notamment de bien comprendre le système de distribution du voyage, avec notamment des formations de l'Association des réceptifs forfaitistes du Québec, la RFQ, qui est partenaire du Pastel. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés donc à en prendre plus sur le sujet, sur le site de la RFQ, dans la section outils, il y a les documents pour vous accompagner. Est-ce qu'on a un dernier exemple? Spontanément, comme On ça. a fait le tour, hein? Ouais, Tu as bien raison. On a fait le tour. J'aurais le goût d'en sortir d'autres, là. On en a vu plusieurs. Mais vraiment, moi, la question de la mutualisation, ben, je veux dire, je savais c'était quoi globalement, je pouvais me faire une image. Mais en étudiant vraiment le sujet, j'ai vraiment réalisé le potentiel de cette stratégie-là, qui est en fait une stratégie entrepreneuriale. On le fait parce que on va chacun y trouver notre compte. C'est gagnant-gagnant, comme tu l'as vraiment bien expliqué avec les membres de Bonjour Nature. et si tu veux, pour citer un exemple, hein, dans mon ancienne vie, j'étais directeur d'un institut de sondage en Europe quelques années et on avait créé un projet avec, alors c'est pas du tout durable, vous allez me dire, mais avec des constructeurs automobiles. En fait, l'idée, ils avaient le même problème, c'était de tester leur publicité. Sauf que tester des publicités à grande échelle à travers 11 marchés en Europe, c'est très coûteux. Et déjà, il y avait eu un club de créer, de constructeurs automobiles qui s'étaient mis ensemble en disant, OK, c'est une étude qui va nous coûter des dizaines de millions à produire chaque année. Faisons en sorte que les interviews, ben, on teste des publicités pour, à l'époque, c'était Peugeot, Renault, Citroën, etc. Et là, il y avait aussi un esprit de mutualisation. Et quand tu parles de mode de gestion, la mutualisation, c'est vraiment, d'un point de vue entrepreneurial, c'est vraiment une stratégie gagnante et de management. C'est pas simplement, je dirais, une affaire, je dirais, un petit peu de gens qui veulent à tout prix être collectivistes, etc., etc. Non, c'est juste du bon coup. Ouais. Je- C'est la bonne solution pour beaucoup, beaucoup de Puis, choses. ça peut quand même être simple parce qu'au départ, on peut commencer par une simple entente. Je te prête du matériel, tu me prêtes des ressources humaines, on collabore. Toi, ta saison forte, c'est l'été, moi, c'est l'hiver, donc on se partage les employés. Donc, ça peut être très simple. Mais dans certains contextes, le projet de mutualisation devient une entreprise collective en soi. Ouais. Et pour pouvoir faire un mariage, ben, il faut commencer par bien se connaître chacun, hein, connaître sa mission, sa vision, ses besoins, ce qu'on peut apporter et même chose pour les autres Ce parties qu'on est prêt à donner. ce qu'on est prêt à donner et de voir quel est le noyau. Et pour ça, le guide est vraiment éclairant. Mais il faut accepter que ça prend quand même du temps parce qu'on est des humains. Chacun a sa mission d'affaires, là. Et puis là, il y a ce morceau-là qui se rajoute. Il y a un hôtelier qui me parlait donc par rapport à Origine Artisan Hôtel, puis il disait, oui, c'est pas donné d'être membre, mais ça rapporte beaucoup parce que je pourrais jamais me payer cette Ah, c'est clair, c'est publicité-là clair. de groupe. Et ça permet donc, comme les libraires, là, Et, et je dirais même si on prend un projet de mutualisation qu'il pourrait y avoir dans le Québec, je veux dire, la ville de Québec est pleine, il y a du travail pour tout le monde, elle est vide, il y a du travail pour personne. Donc, il y a des tas de projets qu'on pourrait faire entre nous. Et c'est vrai que l'industrie touristique est une industrie qui est quand même relativement concurrentielle, où c'est pas encore trop dans les schémas de pensée de mutualiser. Et moi, en tant qu'hôtelier, petit hôtelier, en plus, le gros avantage, c'est que la mutualisation, ça vous permet d'avoir accès aussi à des moyens que vous n'auriez pas seul. C'est-à-dire, à se mettre à plusieurs, bah, tout d'un coup, bah, vous avez une enveloppe plus importante et que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre projet. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je prône et de plus en plus, et je suis de plus en et plus. même d'inventer des nouvelles Tout choses à fait. qui Tout à fait. n'existaient pas, puis un peu.
la coupe voisinage du bout du monde aussi, c'est Ouais. ça, ils sont partis sur quelque chose qui n'existait pas comme formule, puis ils ont créé leur formule à eux qui leur ressemble avec leurs membres et leur clientèle, bien entendu. Pour les entrepreneurs Inc., il y a aussi l'aspect du reprenariat collectif qui peut être quelque chose d'intéressant. Donc, actuellement au Québec, il y a des milliers d'entreprises à vendre ou qui seront mises à vendre dans les prochains mois. C'est vrai aussi dans le secteur touristique, là. Et puis, je pense une entreprise touristique qui ferme, ça peut amener des problèmes, hein? Ben, ça dépend où ça se trouve, mais si vous prenez une entreprise touristique dans une région reculée où il y a peu de choses, vous avez une entreprise touristique, un hébergement, un village autour, ben, imaginons que ce soit l'attrait, ben, l'attrait va faire travailler du monde, ce monde va avoir des enfants, ça va faire des familles qui vont aller dans un commerce, qui vont fréquenter les services publics, etc. Imaginez si à un moment, le service public et puis d'autres entreprises qui vont se greffer autour. Et imaginez à un moment si ce service public, cet attrait vient à fermer parce qu'il n'y a pas de repreneur, parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour reprendre, parce que reprendre l'affaire, parce que le ticket d'entrée était trop cher, parce qu'il y avait un risque qui était peut-être trop difficile à endosser pour un entrepreneur individuel. Ben, si cette entreprise ferme, ça peut être tout l'ensemble tout l'ensemble de l'écosystème qui vacille, voire qui meurt. Et ça s'est déjà vu. Et en fait, et là, on est vraiment dans du développement, dans du tourisme durable et du développement durable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut faire en sorte que les communautés soient résilientes et faire en sorte que on se mette tous ensemble pour. Et il y a l'europreneuriat collectif, c'est un moyen de reprendre tous ensemble quelque chose qui va fermer, voire même si de redynamiser certaines communautés qui étaient mortes ou près de mourir, en relançant une affaire qui était arrêtée depuis un certain temps et puis qu'on relance. Par exemple, là, je pense à- Mont-Saint-Pierre. Mont-Saint-Pierre, voilà, Mont-Saint-Pierre, où là, il y a vraiment eu une relance du village ces dernières années grâce à un projet collectif. Ouais. Oui, j'aimais bien la statistique, là, il y avait plus de membres dans la coopérative que d'habitants dans Dans le le village, village. ouais, c'est quelque chose Hein, comme c'est ça. assez, Ouais, ouais. c'est beau comme image. Moi, ce que j'aime de la reprise collective, c'est entre autres de permettre à des gens qui, seuls, n'auraient pas les moyens financiers d'acquérir ou n'auraient pas l'énergie non plus, Ou le hein, savoir, ou tout simplement le ou savoir. savoir. Parce qu'en fait, à plusieurs, bah, vous allez que mettre ensemble bah, des richesses. Votre richesse, ça va être le savoir collectif. Donc, toi, tu vas être peut-être plus en avant sur telle chose, moi sur telle chose. Et puis, tous ensemble, on va avoir une compétence collective qui va faire que le projet va pouvoir décoller, qu'on n'aurait peut-être pas eu en étant tout Puis, seul. on n'aura peut-être pas à mettre 80 heures par semaine, Bien comme si sûr, on l'avait fait tout tout seul, seul. avec toute la charge sur nos épaules, la pression financière et toutes les responsabilités de l'entreprise. Donc, ça, c'est partagé. La reprise collective, ben, ça permet aussi de garder les capitaux dans la région, Clairement. puis de garder l'authenticité du lieu. Et ça permet aussi d'innover, parce que là, on arrive avec du nouveau monde et à plusieurs, de l'énergie. Et quand une entreprise, donc quand un entrepreneur pense à mettre son entreprise en vente, ben c'est bon qu'il se pose la question, à qui ça nuirait si l'entreprise fermerait? Des pertes d'emploi, donc ses travailleurs, des partenaires d'affaires, donc des producteurs, des clients, des fournisseurs, des acteurs de la communauté, des clients. On a vu plusieurs exemples intéressants de reprises collectives dans le domaine des campings. Ouais. Donc, des saisonniers qui se retrouvent chaque année au même endroit. C'est leur havre de paix, leur terrain de jeu. Et là, ben, ils ne veulent pas le perdre. Et ensemble, ils rachètent collectivement le camping pour poursuivre leur été là et accueillir aussi des touristes. Donc, ça peut amener vraiment une nouvelle vie à un commerce, une nouvelle dynamique dans un milieu. Et tu vois, tout ce que tu viens de citer, Ouais.
Innovation, collectivité, reprise, transmission, etc. Tout ça, font partie des ODD. On est vraiment dans le développement durable, je veux dire, dans ce qui se fait le mieux. Ouais. Euh, un projet de reprise collective, c'est vraiment un concentré de développement durable. Et on a vraiment plusieurs beaux exemples. Si tu me permets, j'ai le goût de citer juste Jessica de Aventure Matawan, donc une entreprise de descente de rivière. Puis elle disait, nous, on est tous des guides passionnés, puis on est investis dans l'entreprise. Mais là, en acquérant collectivement l'entreprise, ben, on met les mains sur le guidon. Et elle me disait, on voit maintenant des choses qu'on ne voyait pas avant, des nouvelles perspectives. Alors, ça va être une reprise à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez nous citer? Parmi les membres de Tourisme Durable Québec et qui sont dans le guide, il y a Voile Mercator. Là, c'est pareil, c'était une école de voile qui avait été fondée depuis les années 80 et qui, à un moment, le fondateur a passé la main. Et ça a été repris collectivement par les membres de l'école, les professeurs de l'école, les formateurs de l'école. Dans les autres beaux exemples, il y a le Mont-Royal aussi qui est en reprise collective, qui est un exemple en fait de reprise collective, mais là pour le coup en se retroussant les manches parce qu'il fallait faire très vite. La station elle est fermée et en fait c'est l'ensemble de la communauté qui s'est mis ensemble, qui a été chercher les quelques millions qu'il fallait pour relancer l'ensemble des opérations en un espace. Je pense que c'est moins de 15 semaines pour relancer le tout. Et là aussi, c'est vraiment un exemple de ce qu'est capable de faire le collectif quand il est intelligent. J'ai le goût de dire Euh, 13 semaines en été. 13 semaines d'été, pendant les vacances. Pendant les vacances, Ouais, grâce notamment à l'accompagnement de la CDRQ. C'est un cas quand même qui remonte ok, plusieurs années, mais la CDRQ a vite donc aidé les repreneurs à s'organiser, constituer la coop, les accompagner pour le financement aussi, parce qu'il y avait quand même de la complexité là, à aller chercher 2 millions. Et ça s'est réalisé, ça perdure, donc ça permet à des skieurs de conserver leur terrain de le jeu, jeu. propriétaires de chalets, à la communauté des travailleurs aussi. Il y a une étude de cas sur le sujet là, qui est citée dans le guide. Et qu'est-ce que moi, je suis entrepreneur. Je suis pas tout de suite à l'âge de la retraite, mais imaginons que je pense à la transmission, à une reprise collective. Par où commencer? Qu'est-ce que je devrais faire pour transmettre? Comment je fais pour éventuellement transmettre mon entreprise, céder mon entreprise Oui. sur un mode pareil? Ben, je vais commencer par dire qu'il y a un magnifique site Internet qui est repreneuriatcollectif.ca Ok, où on a des témoignages de cédants, ok, donc d'entrepreneurs qui veulent vendre, et de repreneurs collectifs, comment ils se sont organisés. Donc, c'est qui ces gens-là? ok. Donc, plusieurs témoignages. Et on a aussi de la documentation pour qu'on comprenne ce que c'est, que les étapes et des références pour aller chercher de l'accompagnement. Alors, quand on pense à vendre son entreprise, on n'a pas les mêmes besoins que si on veut acquérir une entreprise. Donc, c'est un accompagnement qui est partagé par le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, et par exemple la CDRQ ou encore le réseau coop quand il s'agit d'une coop de travailleurs. Mais j'enchaîne en disant qu'au Québec, on est vraiment très chanceux de compter sur un écosystème de soutien pour l'entrepreneuriat collectif qui est vraiment très solide, Ok. puis qui est diversifié. Puis on a bâti cet écosystème-là parce que, dans le fond, on croit que l'entrepreneuriat collectif, ben, ça permet de créer de la richesse partagée, de vitaliser les territoires, d'améliorer la qualité de vie des populations, de donner de l'autonomie aussi aux gens, du pouvoir sur leur propre vie. Euh, L'écosystème peut sembler épeurant hein, quand on ne le connaît pas, quand on par où je rentre. Puis il est aussi variable un peu selon les régions. Hein, il y a mais ce que je pourrais vous dire, c'est deux références. La CDRQ, on a une direction dans chacune des régions, ou encore le pôle régional d'économie sociale. Et là, selon où vous en êtes dans votre parcours, que ce soit pour la création d'une entreprise collective, une reprise, la mutualisation, peu importe le besoin,
On va vous guider vers la meilleure ressource dans votre milieu. Et puis, nous, à la CDRQ, ce que j'aime, c'est qu'on a une direction régionale, donc quelqu'un qui connaît très, très bien le terrain, puis en même temps, une équipe d'une quarantaine de professionnels, donc qui ont différentes spécialités, dont des gens qui sont spécialisés du côté juridique, la finance, parce que la finance des entreprises collectives, il y a des particularités en management, en gouvernance aussi. Puis en gouvernance, ça aussi, il faut que qu'on l'actualise avec la vie de l'entreprise collective. Et là, donc, on va former la meilleure équipe en fonction du besoin puis du profil. On a des gens dans l'équipe qui ont une spécialité au niveau de l'alimentaire, de l'agricole, tourisme et loisirs, etc. Donc, ça, c'est ce que j'aime de la CDRQ pour l'accompagnement. Alors, moi, je rajouterais une chose que tu n'as pas citée. Pour les avoir suivis, les formations de la CDRQ qui se font sous forme de midi de formation comme ça, c'est 1 heure. Moi, j'avais suivi des formations à l'époque sur comment lancer son entreprise collective, qu'est-ce que l'entrepreneuriat collectif. Et mine de rien, pour les gens qui ont peu de connaissances, parce que c'est pas un sujet qu'on aborde forcément pendant ces formations académiques, ce sont de très très bons contenus. C'est-à-dire que ça vous met les idées au clair très très vite. Et ce qui était étonnant notamment, parce que beaucoup de gens se disent entrepreneuriat collectif égale subvention égale fonds publics, etc. Et ça a défait complètement ce mythe en disant si vous voulez faire l'entrepreneuriat collectif pour avoir des fonds publics, faites fausse route, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. Donc, et notamment ça, mais vraiment, je vous conseille de suivre ces formations-là. Elles sont données assez fréquemment au cours de l'année, donc si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Oui. Puis, j'aime ça ce que tu dis par rapport à la rentabilité, parce que c'est vrai, une entreprise collective, ça doit reposer sur un modèle d'affaires qui fonctionne. Yeah. Isabelle Duchesneau du Monastère des Augustines avait dit dans une entrevue qu'elle gérait comme une Augustine. Donc là, il y avait un contexte économique où il y avait un ralentissement des revenus, puis elle disait, on a revu notre modèle d'affaires pour s'assurer qu'on arrivait à la fin avec une rentabilité. Et puis, la possibilité de réinvestir les bénéfices dans le développement de la mission ou encore dans des organisations de la collectivité. Il y a le manoir d'Héauville à Châteauguay, notamment, qui est un hôtel coop, au BNL, pardon. Et puis, c'est ça, les fonds vont, entre autres, à une mission là, pour une organisation en santé mentale, mais à d'autres organisations de la collectivité, en plus d'accueillir des travailleurs qui vivent, par exemple, avec une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme. Donc, c'est intégré à la vie de l'hôtel, au milieu de travail et ça donne une couleur, une saveur tout à fait particulière à ce lieu-là qui est magnifique et il gagne les prix un après l'autre. Oui, ouais. Alors eux, ils sont à fond et particulièrement performants dans leur mission. Ouais. C'est vraiment un exemple à suivre. On est vraiment dans l'innovation. Oui, très. On est vraiment... Innovation sociale. Ouais. Management, etc. L'année dernière, au symposium sur l'entrepreneuriat collectif, oui, c'est ça, il disait, tout le monde les trouvait fous. Voyons, ça ne peut pas marcher, c'est pas... Mais oui, ils ont prouvé le contraire. Ouais, tout à fait. Alors, innover, c'est important. On a gardé des questions pour la fin, mais avant, je voudrais quand même qu'on rappelle le dossier sur l'entrepreneuriat collectif pour développer un tourisme durable. Hein, c'est tout un dossier. Alors ça, c'est tout un dossier. Merci à la CDRQ, merci au Pastel, merci au gouvernement du Québec qui nous a permis de créer ce dossier. En fait, c'est un dossier qu'on voulait avec Tourisme Durable Québec, notamment pour montrer les avantages de l'entrepreneuriat collectif euh, dans le domaine et dans le contexte du tourisme et dans le tourisme durable. Et en fait, c'est un 40 pages de ressources, de bons coups partagés, où aller chercher de l'information, comment faire, etc. C'est 6 mois de travail et de collaboration. Et là, on peut dire que c'est du travail collectif aussi entre nos deux équipes. Et vraiment un beau succès. Il a été mis en ligne hier, alors dans un endroit qui n'est pas très facilement accessible pour l'instant sur le site. On va remédier à la chose
prochainement, je dirais ces prochains jours. Mais vous pouvez déjà avoir un lien sur le post qui a été mis sur LinkedIn ce matin, sur le compte de Tourisme Durable Québec. Vous avez le lien et puis tout un article sur le sujet. Et puis, il est déjà sur le site, mais pas très visible. Donc, il est dans la boîte à outils. Pour ceux qui connaissent bien le site, allez dans la boîte à outils, vous le trouverez. Peut-être même que Maxime l'a partagé déjà. Peut-être que Maxime est en train de le partager. Maxime est en train de le partager. Merci, Maxime. Alors, pour ceux qui ont vu leur jeunesse au Québec, on peut dire Télésino s'en est occupé. Désolée. Je connais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce soutien. Et puis, je pense que la collectivité va apprécier aussi. Oui, oui, oui. Alors, on a sans doute des questions ou des interventions inspirantes. Maxime, est-ce que tu peux nous rapporter cela? Il y en a. Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc, on a préféré pas vous faire de PowerPoint et puis plutôt avoir une jasette comme ça, puisque dans le fond, avec le dossier spécial, vous allez retrouver plein d'informations, des liens, et on se disait que ce serait sans doute plus intéressant et agréable. Oui. Et divertissant. Pour nous. En tout cas, pour nous. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse à chaque fois que je planifie un petit voyage, de me dire, bon, quelle coop, quelle entreprise collective je vais visiter. Puis, ben, c'est ça, ça me fait plaisir. Et il y a énormément, en fait, c'est drôle hein, parce que c'est effectivement l'entrepreneuriat collectif, des fois c'est un petit peu un mythe, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se cache là derrière, mais en fait, quand on va un petit peu, quand on sonde le secteur du tourisme au Québec, on voit qu'il y a énormément d'entreprises qui sont sous ce format-là et qui sont des vraies solutions. D'entrepreneuriat qui fonctionnent, qui sont viables, qui se retrouvent d'année en année, etc. Ben, d'ailleurs, on n'a pas mentionné que sur le site de Tourisme Durable Québec, dans le répertoire des membres, il est possible de, avec le filtre, c'est ça? Il y a un nouveau filtre, vous pouvez choisir si vous voulez chercher une entreprise qui dépend qui a un mode de gestion Donc, type ça peut être entrepreneuriat collectif. C'est ça, ça peut être intéressant individuellement si moi j'ai envie de planifier un voyage plus, on va dire, solidaire et durable. Mais ça peut être aussi pour des entreprises qui veulent bonifier leur offre de services, faire des ententes avec des entreprises collectives, à la fois des attraits touristiques comme des fournisseurs. On se rappellera qu'au Québec, on a plusieurs coopératives brassicoles qui brassent de l'excellente bière. Donc, lors de ma dernière petite tournée au Saguenay, on a mangé au Café Cambio, on est allé à la librairie Les Bouquinistes qui est coop, on a bu de la bière au Saint-Fus, on en a rapporté, on a été au Cap Jaseux. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, on est allé à la pulperie de Chicoutimi. Donc, c'était pas mal d'entrepreneuriat collectif, notre affaire. C'était fort agréable. Alors, j'ai hâte d'avoir d'autres vacances, puis d'autres belles fins de semaine, là. Il y en a qui s'en viennent, à Vallée-du-Bras-du-Nord notamment. Après le ski hors piste, ce sera le camping et la longue randonnée. D'accord. Voilà. Bon, alors, on avait quand même, on s'est mis des petites notes au cas où on ait quelque chose. Donc, on parlait de reprise collective. Moi, en tout cas, j'inviterais les gens à être attentifs aux entreprises qui pourraient être mises en vente dans les prochains mois, prochaines années. Il y en a beaucoup. C'est par milliers. C'est ça. Il y a vraiment une génération qui est en train de prendre sa retraite au niveau du tourisme. Et sur les milliers, il y en a beaucoup où s'il n'y a pas de repreneur dans un laps de temps relativement court, où l'activité va cesser. C'est ça. Donc c'est autant de communautés qui risquent d'être impactées par cette cessation d'activité. On sait que ça prend quand même du temps, un projet de reprise, collective ou pas. Donc, je vous inviterai à commencer à y penser, à explorer, à tendre des perches pour voir qu'est-ce qui serait possible dans le futur. Puis là, ben, il y a des nouveaux modèles qui peuvent naître, comme l'extraordinaire coop qui est issu de l'initiative de trois retraités qui souhaitaient, comme ils le disent à la blague, vivre à l'hôtel.
Donc, l'idée, c'est de reprendre une auberge avec restaurant et spa pour y loger, donc avoir leur appartement là, tout en maintenant l'offre touristique avec les employés en place qui deviennent des membres travailleurs de la coopérative. Et donc, membres travailleurs et membres consommateurs. Et donc, en même temps, de faire évoluer l'offre pour qu'elle soit de plus en plus inclusive pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. C'est pas ça. Oui, l'extraordinaire coop. Ils sont situés où? Ça s'en vient vers Baie-Saint-Paul. D'accord. Et leur concept a gagné un prix d'innovation ouverte. OK. Un défi d'innovation. Et donc, la démarche, elle est documentée dans le but de pouvoir être reproduite ailleurs par d'autres personnes. Parce que là, on parle de mixité, on parle oui, de vie active. Enfin, moi, c'est un concept que j'aime vraiment beaucoup et qu'on peut aussi faire évoluer selon son contexte, là. Il y a plein de formules qu'on peut créer. Ça me plaît vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis comme question potentielle? Combien de temps? Ouais, Ah ouais? c'est ça, c'était le temps. Et combien de temps, grosso modo, entre le moment de l'idéation, se dire, OK, je me lance une COP, une COP de solidarité, par exemple, et le moment où la COP va mettre la clé dans le contact pour démarrer, c'est combien de temps? Je pense qu'il y a autant de réponses que de COP, Ouais. mais... Ouais, ça, c'est vraiment une grande question parce que on a vu des exemples de coop qui se sont créés très rapidement et facilement. Je pense à une dans un camping. Mon collègue me racontait que les saisonniers, voyant que le camping serait à vendre, ben, on dit on s'associe et on rachète. Et ils ont chacun mis de l'argent pour racheter et ça s'est fait comme ça très, très facilement, rapidement. Dans d'autres cas, ben, ça peut être plus long parce que ça nous prend quand même une base solide pour pouvoir créer une coop. Ça nous prend des membres. Donc, ça se peut qu'il y ait une volonté qui vienne d'une personne ou d'une autorité. Mais là, en même temps, ça prend le temps de convaincre les autres que c'est une bonne affaire. Donc, ça peut être plus long. La CDRQ peut accompagner dès le départ ou il faut ou vous attendez que la COP soit constituée ou vous êtes aussi là pour outiller en amont? En amont. Alors, souvent, les gens arrivent déjà après avoir fait les formations de la CDRQ, s'être informés. Ils arrivent avec un modèle d'affaires et idéalement un plan d'affaires. Hein? Ils ont identifié là, quels étaient leurs marchés, les besoins, tout ça, des simulations financières. Quand c'est de la reprise, on part sur quelque chose qui existe déjà. Quand c'est de la création, il faut l'inventer. Parfois, ils sont accompagnés par leur pôle régional d'économie sociale ou par une SADC ou la MRC, selon même un CLD, il en reste quelques-uns. Donc, selon le cas, ils sont accompagnés pour développer leur plan d'affaires. Puis vraiment, là, la spécialité de la CDRQ, là, c'est quand on arrive à constituer l'entreprise collective tout spécialement là, quand c'est une coopérative, hein, les coopératives sont encadrées par une loi. Nous avons une équipe de juristes pour voir à toutes. En fait, on pose les questions et les gens vont déterminer leurs souhaits pour l'avenir, rédiger les règlements généraux conformément à leurs souhaits, au contexte. L'équipe financière aussi travaille très fort pour challenger le modèle d'affaires et identifier des partenaires financiers potentiels ou les mécanismes de financement potentiels. Et le souhait, c'est que on les aide à préciser tellement bien leur modèle d'affaires et les prévisions que quand ils arrivent devant les partenaires financiers, ce soit bingo, on est d'accord avec le projet, ça va être viable. Et vos services sont des services payants, c'est partiellement payant. Oui, alors effectivement, mais ce sont des services qui sont soutenus pour la plupart par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, si vous êtes intéressé, le mieux, le plus facile, c'est de communiquer avec votre
la personne donc, qui assure le poste de direction générale dans votre région. Ok. Et cette personne-là donc, va pouvoir évaluer vos besoins. Quand c'est dans le secteur du tourisme et du loisir, ben, on m'interpelle souvent pour que je puisse donner un avis, fournir de l'information, un portrait sur les tendances, tout ça. Et ensuite, donc, le directeur ou la directrice va monter une proposition de service et avec un plan d'accompagnement aussi dans le temps adapté à la réalité du projet. Donc, comme on disait, quand le Mont-Orignal sont arrivés, puis là, il fallait que ça se fasse vite parce que le propriétaire allait démanteler la station. Ils se sont retroussés les manches et ça a été un calendrier accéléré. Dans d'autres cas, c'est des gens qui ont besoin de prendre leur temps, de consulter, se mobiliser, bien définir leur idée. Donc, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Alors, c'est très variable. Puis des fois, ben, il y a des occasions où il y a une occasion d'affaires qui se présente, puis il faut que ce soit rapide qu'on enclenche le tout. Si tu avais deux, trois trucs à donner aux personnes qui nous écoutent, facteurs de succès Oui, qui font qu'une entreprise collective démarre bien. ben, il faut bien identifier les besoins. Ok. On a beau avoir la meilleure idée du monde, s'il n'y a personne qui a besoin de cette idée-là, ça ne marchera pas. Donc, vraiment se baser sur des besoins. Bien connaître ses membres, sa collectivité, à qui ça va servir, comment. Ok. Ça va être quoi mes ressources? De quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne? Où est-ce que on va provenir mes revenus? Et puis, qui vont être les partenaires qui vont me soutenir? Donc, c'est dans les facteurs de succès, là, vraiment. Puis, toujours penser, développer un modèle d'affaires qui va être viable à long terme. Quand même accepter qu'il y a un temps pour arriver à la rentabilité, hein. Il y a des investissements pour démarrer ces projets-là. Mais une fois que c'est démarré, il devrait vivre par lui-même. Exactement. Et puis, pour assurer la pérennité, ben, d'actualiser la gouvernance en fonction de l'évolution de l'entreprise. Quand on commence à 5 personnes, puis c'est petit, puis à un moment donné, ça grossit, il faut qu'on réévalue donc notre gouvernance, qu'on l'ajuste et qu'on forme nos administrateurs également. Alors, je pense que on pourrait clore notre midi-conférence là-dessus. Alors, c'était la dernière activité officielle du PASTEL, le plan d'action secteur stratégique, tourisme et loisirs, donc qui a été déployé entre 2023 et 2025, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, mais aussi par une vingtaine de partenaires de l'industrie. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont cru dans le pastel et qui ont participé aux activités, aux beaux produits qu'on a développés là, au cours de ces 2 ans-là. On remercie le Monastère des Augustines de leur accueil aujourd'hui. Et puis, ben, merci, Olivier. Merci à vous. Je pense qu'on a montré le poids du collectif, c'est-à-dire Oui. on avait tous les deux un besoin d'information, de communiquer de l'information, on s'est mis ensemble et ça a été une belle aventure au long cours, belle découverte aussi pour certains d'entre nous et merci pour le soutien. Et bonne découverte du dossier spécial sur l'entrepreneuriat collectif de Tourisme durable Québec. Merci. Merci.